Polysécure, panel Sécure comme d'habitude. Je suis accompagné d'un super panel, encore différent à chaque fois, sauf un retour. On va commencer par vous présenter par ma gauche. Alors, Micro. Ça serait mieux avec le micro. Donc, bonjour à distance, bonjour tout le monde. Alexandre Roy, donc je suis de CGI, ça fait peut-être consultant depuis une vingtaine d'années. Je mélange beaucoup la sécurité de l'information avec la communication et j'espère que ton sujet va avoir un aspect communication. Absolument. Bon. Bonjour, René Sylvain Médard, ex-consultant de CGI, quelques années, spécialiste en technologie et en cybersécurité depuis maintenant près de 30 ans, auteur, conférencier et fondateur d'Indominus Sécurité Gérée. À ma droite. Oui, donc Vanessa Deschênes, avocate spécialisée en protection des données, vie privée, cybersécurité et également coach, facilitatrice, formatrice, je dirais volet humain, bien-être, gestion du stress. Donc voilà. Moi, c'est Steve Lavoie de Micromédica à Trois-Rivières. On est un fournisseur de services informatiques et de services gérés et de développement logiciel, où est-ce que je m'occupe principalement d'infrastructure et de cybersécurité dans les PME. Et Dominique Derrier, CISO, V-CISO, chez Notrust, une firme de consultation spécialisée dans la PME. Oui, on va justement commencer sur votre sujet qui était les erreurs, l'humilité et tout ce que ça représente, parce qu'on a quand même ici quelques personnes qui sont de ce côté-là. On a 2 personnes en plus en communication, puis donc l'humilité nécessairement qui fait partie de ce genre de situation-là. Et dans quelle mesure, puis je vais commencer plus par le volet communication parce que c'est pas ce qui a été abordé. Vous avez, dans le cas de Vanessa, c'est plus ce matin, tu l'as déjà abordé. Et on a largement réutilisé sur ton contenu par la suite. Comment on fait pour gérer ou réussir à aider les gens à accepter leurs erreurs? Parce qu'il y a comme un stigmate puissant, puis je trouve ça le fun que Dominique et Pierre viennent présenter là-dessus. Mais ce stigmate-là, puis je vous lance les deux en communication, comment on peut passer par-dessus ça, puis d'arrêter d'être gêné de ça, puis comment on peut affronter, puis pour en finir avec Guillaume, affronter les gens qui sont là, puis qui viennent dénigrer les gens qui font des erreurs. Puis je vais prendre un cas qui est malheureux, la femme qui a cru que Brad Pitt était vraiment malade, mais elle a été énormément bâchée. Ensuite, ça ne favorise pas aux gens de dire comment d'ouvrir, puis ainsi, on est vraiment les pires sauvages. Enfin, je vous laisse partir avec ça. Moi, je peux commencer. Alors, c'est sûr que quand on veut rejoindre des gens, puis qui que ce soit, quand on veut rejoindre des gens, il faut les rejoindre sur leur terrain. C'est toujours ça le but. Il faut partir de leur terrain puis grandir avec eux. Fait que c'est sûr que si une personne par exemple, moi, je fais souvent de la communication, par exemple, au niveau des essais d'hameçonnage. Bien, c'est sûr que la première chose que je vais dire, je me suis déjà fait prendre, moi aussi. Puis je vais l'expliquer. Donc, tu pars, il faut que toi-même aies ce premier pas-là, cette humilité-là, que tu te places avec cette personne-là. Puis là, après ça, tu peux grandir avec elle. Puis, ben voici ce que moi et toi, on pourrait faire pour moins se faire prendre. Fait que je pourrais amener ça comme premier point. Donc, vraiment, aller chercher cet auditoire-là, cette personne-là, puis qu'elle réalise qu'on a des choses en commun avec elle. Pour ma part, si je reviens sur le volet de l'erreur, pour moi, je pense que faire des erreurs, sans dire que c'est la seule façon d'évoluer, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je pense que c'est Einstein qui disait, puis là, je déforme toujours la citation, donc je m'excuse, Einstein qui est dans sa tombe, mais je pense qu'Einstein disait, c'est plutôt si on fait 2 fois la même erreur, hein, elle est là, la stupidité. Je pense que c'est plus ça. C'est sûr que des erreurs répétées, là, il y a des conséquences, mais faire une erreur, c'est humain, on n'est pas parfait, on n'est pas une machine. Puis de toute façon, on le voit, même les machines, des fois, font des erreurs. Fait qu'il y a d'apprendre à être bienveillant envers soi-même. Souvent, on se tape nous-mêmes beaucoup sur la tête.
Et l'aspect qu'on voit aussi avec les médias sociaux, c'est sûr que les gens, on dirait, derrière un écran, se permettent beaucoup de choses. Donc, on doit parfois aussi avoir notre résilience, puis tenter de faire fi des commentaires des autres, ce qui n'est pas toujours facile. Puis, ultimement, je pense, c'est d'être bien avec soi-même, puis de se dire, ben qu'est-ce que j'ai appris là-dedans, comment je peux grandir, puis comment je peux faire un pas en avant. C'est très intéressant. Maintenant, je vais lancer la balle aux 3 personnes en domaine technique qui ont fait des erreurs. Je dirais 4e, je vais me compter dans les 4. Là. Je comme j'existais pas. Moi aussi, j'ai fait mes erreurs. J'en ai fait des drôles que j'ai dû admettre. Mais comment vous avez fait? Là, vous avez présenté là-dessus, mais là, il y a peut-être plus René Sylvain et Steve que vous avez moins parlé de vos erreurs. Comment vous le communiquez? Comment vous l'acceptez? Deux chefs d'entreprise d'ailleurs, en plus, comment vous arrivez? Parce que être en entreprise ou chef d'entreprise, c'est de faire des erreurs constamment. J'en ai fait plein d'erreurs. Puis des fois, je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, etc., on pense des fois qu'on lead, mais des fois, on fait des erreurs. Moi, je suis arrivé comme gestionnaire, j'étais non prêt, j'étais pas prêt, j'étais là parce que ça faisait longtemps que j'étais dans l'entreprise, mais je connaissais pas ce segment-là de l'entreprise. J'ai fait énormément d'erreurs que j'ai corrigées, que j'ai déléguées, que j'ai appris là-dedans. Puis je pense que ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça ou un autre métier technique aussi, là, mais ça prend beaucoup d'humilité. Puis surtout, c'est quand tu es en gestion, tu travailles avec des gens, c'est l'humain, etc. Et ça fait beaucoup très différent des 0 et des 1 qu'on apprend à gérer en informatique. Et Vanessa, l'adage en tant que tel, c'est faire 2 fois la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est la définition de la folie. Mais je suis coupable. Donc, spécialement en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est très souvent en mode apprentissage. Là, le meilleur exemple que je donne, je ne suis pas un comptable, mais il faut que je gère la comptabilité de ma compagnie. Il faut que je choisisse mon fournisseur comptable. Il faut que je fasse la sélection de fournisseurs. Ce n'est pas ma job dans la vie. Donc, c'est toujours l'apprentissage et la société et les instances gouvernementales ne tolèrent pas l'erreur. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, tu sais, mon frère que j'adore dit toujours la banque va te donner un parapluie quand il fait soleil, il faut le reprendre quand il pleut. Donc, on est vraiment dans ce modèle-là. On est vraiment dans tant que tu ne fais pas d'erreur, tu n'as pas de problème, ils vont t'aimer, ils vont te prêter de l'argent. Dès que tu en fais, ben arrange-toi. Moi, je me suis retrouvé à vouloir créer un produit sans écouter les clients, sans demander aux clients ce qu'ils avaient besoin. Moi, je savais ce qu'il avait besoin de clients. Ça coûte cher. C'est des erreurs comme ça qui font que tu apprends, puis c'est pour ça que le nouveau produit qu'on a présentement, il y a du succès. C'est parce que j'ai appris de cette erreur-là. Mais cette erreur-là, je paye encore pour aujourd'hui. Puis là, on a un concept où il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà été gestionnaires ou qui sont encore gestionnaires de personnes. Et comment qu'un gestionnaire peut accepter l'erreur d'un employé et pas lui taper, pas encourager l'erreur, mais permettre que cette erreur-là serve à cet employé-là pour qu'il progresse. L'erreur contrôlée est importante pour s'aider à déléguer. Si on n'accepte pas l'erreur des autres, on ne peut pas déléguer, puis on garde tout sur soi. Donc, ça reste quand même important dans une volonté de croissance, de pouvoir déléguer sereinement. Et il faut être prêt à accepter l'erreur. Donc, c'est sûr que le contrat est 3 millions, on ne va pas le mettre sur le junior qui va faire une erreur, mais on va lui donner un terrain de jeu où le pourcentage d'erreur va lui permettre, s'il y a une erreur, parce qu'il y a des fois ça marche bien, d'être dans une notion de maîtrise. Mais j'aborde un peu dans le côté de ce que Dominique dit. Souvent, les plus jeunes techniciens, les gens qui commencent, il faut arriver, faut leur donner la permission, on va dire, dans un certain carré de sable, de pouvoir faire des erreurs à des moments qui ne seront pas critiques, les accompagner dans les bouts les plus critiques pour faire finalement qu'ils grandissent là-dedans et contrôler où est-ce que l'erreur va arriver. Souvent, les erreurs qu'on voit avec des techniciens plus jeunes, c'est quand tu les laisses trop lousses parce que tu penses qu'ils sont bons puis ils vont être corrects. C'est là que les erreurs surviennent. Des gaffes, de toutes sortes, ils se font payer par tous les pièges, pas d'expérience. Puis là, si tu les encadres, tu leur donnes la permission de se tromper à des moments que c'est pas grave, de leur donner du temps pour qu'ils puissent corriger sur leurs erreurs et être là au bon moment pour les moments critiques. Et pour rebondir là-dessus aussi, ce que moi je trouve super important, c'est le fait que en entreprise, surtout si tu vas être capable de faire de l'innovation,
Tu peux pas faire d'innovation si tu n'as pas un safe space émotionnel. Donc, si tu veux que tes gens participent, si tu veux que tes gens soient intégrés, si tu veux que tes gens soient en mesure de se retourner et de dire moi, j'ai telle idée, peu importe que l'idée soit farfelue ou pas, il ne faut pas oublier là, que si on prend l'exemple des post-it qu'on a tous connus et que tout le monde utilise, ça part d'une erreur. Ça part d'une gaffe, ça part de quelque chose qui ne marchait pas comme c'était supposé marcher. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est un produit. Donc, il faut, non seulement pour les juniors, mais même pour tous les membres de l'équipe, s'assurer qu'ils sont dans un espace où ils peuvent, premièrement, moi, chez nous, ils peuvent m'ostiner. Ils peuvent dire hey, moi, je pense que ça serait mieux. Je l'invite tout le temps. Mais l'idée, c'est d'arriver justement à ce qu'on soit en mesure de pouvoir se retourner et d'être capable de filtrer là-dedans qu'est-ce qu'on peut aller chercher et qu'est-ce qui peut nous faire grandir. C'est exactement là où je voulais aller. Le droit à l'erreur est un élément clé dans le concept de sécurité psychologique. Puis, c'est prouvé que justement, quand on est dans un safe space, les équipes sont plus performantes, sont plus innovatrices. Et ça, il y a plusieurs études qui le démontrent. Il y a Google qui a fait une étude en 2012, une étude de 4 ans qui est venue amener ça. Je dirais aussi, pour rebondir sur l'aspect de la posture coach que j'ai parlé dans ma conférence, je pense qu'il est intéressant comme gestionnaire, c'est aussi ultimement de poser la question à notre employé, mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Mais là, on parle de la partie de gestion, puis dans un contexte de cybersécurité ou de responsable de sécurité, il y a l'erreur de tous les gens de la compagnie, les gens qui sont directement attachés à ton service, on a une sorte de cadre d'évolution, un terrain de jeu. Et souvent, c'est ça, on parlait des erreurs de celui qui a cliqué sur le phishing, et puis on a déjà évoqué plusieurs fois sur on n'accepte pas trop l'erreur, on essaye de remettre la faute, puis c'est très difficile de trouver la bonne balance pour que ce soit suffisamment éducatif, que ça serve, sans non plus taper sur le clou et puis et faire mal aux gens. C'est ça, on en rigole, mais comment on trouve la bonne façon? Et les gens de cybersécurité, ce sont des très mauvais communicants. Et c'est des gens qui viennent d'un monde technologique souvent ou d'un cadre normatif. Et communiquer, c'est compliqué. Et puis si la personne en face ne comprend pas ce qu'on lui a dit 2 fois, ça va faire mal. Mais dans le même optique, j'aimais beaucoup l'idée de qu'est-ce que tu as appris, mais au-delà de ça, c'est si tu fais une erreur, c'est correct. Où est-ce qu'elle est la solution? Tu sais, j'ai un patron présentement, un client que j'adore beaucoup, qui me dit je te donne tous les droits que tu as besoin. Si tu casses quelque chose, tu le répares, tu restes assis à ton poste tant que c'est pas réparé. Fait que s'il faut que tu passes 48 heures, c'est ton problème. Je te donne l'autorité de le faire, mais en retour, sois certain quand tu fais quelque chose que ça va être impeccable. Mais cette responsabilisation-là, cette possibilité-là de donner du pouvoir à quelqu'un sans avoir tout le contrôle, ça amène ça aussi, toute une dynamique de tu vois quelque chose qui ne marche pas, ben, tu sais que tu peux le régler, tu le règles. Tu n'as pas 22 tonnes de red tape à passer au travers. On parle du gestionnaire envers son employé, mais je pense qu'il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit en bon québécois. Et donc, en tant que gestionnaire, c'est aussi d'admettre ses erreurs, aussi être capable d'être vulnérable envers son équipe à cet égard-là et donc de montrer l'exemple. Et donc, quand on sait que notre gestionnaire est capable d'aller dans cette humilité-là, dans cette vulnérabilité-là, bien, ça ouvre aussi la porte à cet échange-là. Ça, j'allais vraiment, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Là. J'allais ajouter sur cet élément-là que c'est souvent au gestionnaire lui-même, à la personne qui a l'autorité, à la personne responsable, d'être la première à mettre le pied devant et à dire voici certaines erreurs que j'ai faites ou voici l'erreur que j'ai faite, parce que c'est la première étape de créer cet espace sécuritaire-là dont on parlait, c'est de donner cet exemple-là. De le donner aussi au travers de la rétroaction. Et souvent, on a tendance, en tant que gestionnaire, à donner de la rétroaction aux autres. En a-t-on demandé nous-mêmes? Donc, la première étape, ça devrait être hey, la gang, en tant que gestionnaire, je réponds-tu à vos besoins? Puis on va en parler un à un, puis commencer à créer cette boucle-là. Quand on l'a créée envers nous, là, on peut s'attendre à pouvoir nous aussi faire de même avec l'équipe puis créer cet espace-là. Là.
Je pensais que Dominique avait réagi, je pense que ça t'a fait penser. Mais effectivement, si on n'avait pas abordé ça dans le sens du gestionnaire, comment lui aussi doit ouvrir, puis s'ouvrir devant ses employés aussi avec cette forme d'humilité-là et cette forme-là d'accepter ses erreurs parce qu'un gestionnaire n'est pas parfait, contrairement à ce que beaucoup aimeraient que ça soit pour de vrai. Là. Il y a beaucoup de gestionnaires qui agissent comme s'ils étaient parfaits quand dans le réel, ça ne l'est pas. Là. Mais ça prend une maturité, ça prend de l'expérience, ça prend d'être s'être trompé. Parce que quand on est dans le début, on a envie de foncer, on veut tout faire. Moi, je me souviens, dans mes premiers débuts, on m'a mis sur une base de données de production de clients et c'est bon, j'avais confiance en moi. Mais si j'avais fait une erreur, ça m'aurait coûté un gros problème. Et puis quand on arrive à un certain niveau, on s'assume, puis on est capable de s'exprimer. Mais c'est pas facile. C'est pas évident parce qu'il faut reconnaître qu'on a des faiblesses. Mais la vie se charge aussi de nous donner des leçons d'humilité. Hein. Moi, je me souviens très bien d'être rentré chez un client, d'avoir regardé son setup et lui dire c'est qui l'imbécile qui t'a fait ça? Et le client, très gentiment, de me dire c'est toi il y a 5 ans. Donc, tu sais, c'est la réalité de ce qu'il y avait comme il y a 5 ans versus maintenant ne tenait plus la route. Le système n'était plus aligné, mais c'était quand même moi qui l'avais fait. Donc, depuis ce temps-là, je garde mes commentaires. Et c'est ça qui est plate parce que, tu sais, moi, j'ai des clients que je suis depuis des années, j'ai des clients qui sont 15 puis 20 ans, puis des fois, ils me ressortent ça, disant, genre, c'est moi qui avais fait ce choix-là il y a 10 ans, puis maintenant, je suis en train de dire le contraire, parce que les choses ont changé, mais tu sais, l'informatique, c'est comme la mode, ça revient, puis ça revient plus vite qu'à la mode, donc, mais c'est ça, mais tu sais, finalement, d'imbéciles, c'est souvent nous autres. Moi, des fois, je fais juste regarder du code que j'ai écrit il y a 7-8 ans, puis je suis pas nécessairement un codeur, je regarde mon code, ça fait ouf. Ah, j'étais meilleur dans ce temps-là que maintenant. Tu sais, et inversement, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire là, tu sais. Donc, mais c'est vraiment l'imbécile, c'est souvent nous, là. Oui, puis ça est très drôle, puis ça, j'aime ça parce que on me le sert souvent. On dit oui, il y a 2 mois, tu as dit telle chose, donc ça devient une vérité. Non. Il y a 2 mois, c'était un mois jeune et tout à fait fougueux et plein de rêves. Maintenant, je ne suis plus cet individu d'il y a 2 mois, 2 ans ou 20 ans. On n'est pas la même chose. Puis moi, dans mon cas particulier, je pivote relativement vite parce que j'admets rapidement que les choses ont changé. Puis je peux. Puis souvent, ça nous arrive, puis là, beaucoup, on prend des décisions avec des informations imparfaites, ce qui amplifie le problème. Mais il y a quand même un paradoxe là-dedans, c'est que en tant que professionnel de cybersécurité, quand un client va demander un conseil ou si on va voir un médecin, le médecin, il doit dire blanc ou noir. Si tu vas voir un médecin, il dit je pense que tu as peut-être quelque chose qu'il faudrait soigner éventuellement ou pas, tu vas plus jamais revoir ton médecin. Donc si tu vas voir quelqu'un de sécurité, il faut qu'il soit relativement assertif pour lui dire tourne à gauche, tourne à droite, fais pas ci, fais pas ça. Et quand on fait ça, on s'expose à de l'erreur, puisqu'on fait du vrai conseil. Et c'est des fois pas facile, parce qu'on va prendre un choix, on va exposer un choix, et le client va le prendre pour argent, pour du cash. Et donc, il faut éviter de se tromper là-dedans. C'est symptomatique du domaine des TI en général et des SI en particulier. Puis là, il y avait en anglais, c'est le 10X Engineer, que je ne sais pas si l'expression vous avez déjà entendu, ou c'est l'espèce de le rockstar qu'on a, tu sais, l'espèce d'individu toxique, mais qui est trop bon, mais il est toxique. Puis c'est un peu symptomatique de notre domaine de vouloir, puis la médecine aussi d'ailleurs, là, ils ont ça, cet individu-là qui est quand même trop bon, mais il détruit tout le monde autour de lui. Et je crois que ce genre d'individu-là est probablement à la base de ce qu'on appelle le shadow IT. Tu sais, je veux dire, j'ai donné une conférence, ça doit faire 10 ans de ça, puis je disais, en passant, c'est parce que la guillotine a été inventée pour des gens comme ça. Tu sais, on se retrouve dans des petits fiefdoms, des petits forts, là, puis c'est comme, hey, non, vous pouvez pas rien faire, sauf si moi je dis oui. Ben, c'est pas plate, mais je prends ma carte de crédit, puis on est sur Workday depuis ce matin. Tu le sais pas, mais on est sur Workday depuis ce matin, par je peux le supporter maintenant. Donc, c'est ce que ça amène comme réflexion, mais je crois que depuis ce temps-là, les TI ont évolué pour avoir de la communication, mais on a encore des oraux de ce genre-là, en effet. Ouais, j'aime bien les oraux parce que moi, c'était en tout cas, bref. Mais dans le contexte de petite entreprise, c'est vrai qu'il y a
le roi des TI qui a fait des actions, qui a mis en place des éléments, c'était la vérité vraie. Et des fois, on est un peu mal pris par là-dessus, une sorte de petite dictature IT. Le syndrome de Dieu. Oui, le dieu TTI, c'est clair. Mais souvent, en PME, on a vraiment la mentalité, c'est le tech en TI, c'est le cowboy solitaire qui résout tous les problèmes, c'est le shérif de la place. Alors que maintenant, c'était plus vrai parce qu'un gars était capable de gérer l'infrastructure, etc. Mais maintenant, il y a tellement plus d'implications. On peut juste parler de la loi 25. Les domaines se sont tellement diversifiés, tu peux pas être bon dans tout dans le club. Puis là, c'est souvent ce que je vois. J'arrive dans des entreprises, ils ont un tech en TI, puis c'est le dieu, c'est le cowboy solitaire, etc. Puis alors que c'est le pire élément qu'il n'y a pas, là, tu sais. Puis c'est lui le problème dans l'entreprise, tu sais, c'est lui-même qui est le risque. Et j'ai vécu la même chose chez certains MSP de plus petite taille. Moi, j'ai vu des MSP faire du recouvrement sur désastre après un ransomware, puis en dedans de 24 heures, tout était revenu. Sauf que 3 jours après, la SQ appelait disant « En passant, vos données sont sur le dark web. » Puis ils n'ont rien vu passer. Donc, ma mère disait c'est quoi? Chacun son métier et les moutons seront bien gardés. Là. Je pense beaucoup à ça quand il y a un MSP qui dit « Nous faisons aussi de la cybersécurité », je suis comme les opérations puis la cyber, c'est pas la même chose. Donnez-vous un break. Là, moi, des fois, ça, je le vois avec des travailleurs autonomes ou d'autres MSP ou d'autres fournisseurs TI. Leur plus gros talent, c'est de se vendre et non pas la partie technique. Là, mais il faut se mettre dans les souliers des patrons d'entreprise qui viennent avec les TI, qui est devenu quelque chose dans leur processus veut pas. Quelqu'un qui fabrique des souliers, il est aussi ingénieur IT. Parce que s'il n'a pas d'IT, il n'a pas de vente, il n'a pas de RP. Donc, tous ces gens-là, à plus ou moins grande échelle, se retrouvent des gestionnaires de TI. Et c'est sûr que ça vient avec un lot de problèmes. C'est souvent difficile à gérer avec. Et quand on a un incident, ça devient compliqué. Donc, c'est Peter Drucker, je pense, qui disait le seuil de l'incompétence. Tu vas monter dans l'entreprise jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu n'es pas compétent dans ta job. Si je peux me permettre aussi, on parle beaucoup de personnes comme ça qui ont soit un petit peu narcissiques ou qui ont en tout cas la culture du héros. Mais ça va dans les deux sens. Hein. La culture du héros, oui, il y a des gens qui ont cette tendance-là, mais il y a aussi des organisations qui font beaucoup de place à la culture du héros, surtout dans notre domaine. Parce qu'en sécurité de l'information, d'avoir quelqu'un que tu te retournes vers lui et il y a toujours réponse à tout. Le héros, tu lui poses une question, puis il y a toujours la réponse. C'est très... ça t'enlève beaucoup de poids en tant que décideur. Fait que ça fait de la place pour ce type de personnalité-là qui sort un peu du moule, là, narcissique héros. Je me sens un petit peu visé, mais c'est correct. Alexandre, tu as raison. En fait, sur les gens de cybersécurité, veut pas, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont touché un peu à tout, qui ont une connaissance très, très large, que ce soit business, que ce soit technologique. Et quand on est dans des situations un peu complexes, le gars de sécurité a tendance à devenir le connaissant de la place. Et c'est lui qui devient héros, soit malgré lui, en fonction de son passé, ou en fonction de ses velléités à devenir le héros. Donc, ça en devient une personne c'est assez central dans des gestions, dans des cas de crise, dans des problématiques, dans des architectures. Et on a déjà échangé avec Nicolas Lahuic là-dessus, où il ne faut pas se laisser dans un piège ou être trop confiant. Parce que quand on est trop confiant, c'est là où on ne voit pas et on va retomber sur le problème ou l'importance de l'humilité. Parce qu'en cybersécurité, on ne peut pas tout savoir. Et il faut reconnaître qu'on a besoin d'humilité pour se faire accompagner aussi, d'avoir d'autres angles de vision. Mais souvent, le syndrome du héros ou le héros arrive en premier. Où est-ce que moi, je trouve ça particulièrement complexe? C'est quand le héros toxique comme ça commence à utiliser la peur pour manipuler l'organisation ou manipuler son client. Ça, moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Je l'ai vu à quelques reprises, des gens qui vraiment utilisent la peur ou carrément la coercition pour être capable d'obtenir ce qu'ils veulent d'un employeur ou d'un client. Écoute, je trouve ça vraiment toxique. Ça, vraiment, moi, notre mission à nous autres, c'est vraiment
d'arrêter les intimidateurs. Quand je vois ça dans une relation client ou dans une relation employé, je deviens méchant. Là, Oui, puis pour reprendre un peu ce qui était mentionné, puis comme souvent la personne en cyber, même la personne en TI dans les très petites PME, de l'expert en tout, il réponse à tout. Puis là, on arrive avec loi 25. Ça touche un peu plus. Là, maintenant, c'est le gars en TI est rendu expert loi 25, ce qui est pour moi une aberration extrême parce que c'est une loi, c'est un juriste qui doit interpréter une loi, pas un dude qui installe des serveurs ou une dude, là, je ne veux pas être mais c'est pas une personne qui s'occupe des serveurs qui va du jour au lendemain dire ouais, loi 25, machin. What? Et ce constat, il arrive dans les entreprises de toute taille. Hein. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on fait ça. Ça marche même chez les plus gros. Hein. C'est les TI qui sont responsables de tout. J'ai de très grands clients qui mélangent encore, puis c'est encore les TI qui s'occupent de loi 25. Je fais comme non, touchez pas à ça, c'est pas vous autres. Oui, mais je veux. Non. C'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est bon là-dedans. Va voir. Puis c'est ça, puis ça arrive. Va voir quelqu'un d'autre qui connaît plus que toi dans un domaine qui n'est pas le tien. Fait que là, je fais comme, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'histoire? C'est pas ton domaine, puis ça revient un peu. Et va voir l'expert de ce dit domaine-là. Mais là, c'est d'accepter de descendre, de ne plus être le héros. Mais ça, c'est pas forcément facile quand tu es trop habitué. Ça prend une maturité à faire ça. Ça prend reconnaître. Là, ça me rappelle, on remplit l'amphore qui a un trou, là, et plus on en met, plus il faut en remettre pour être sûr que ce soit comblé. Là. Mais à un moment donné, il faut. C'est une question de maturité pour dire, OK, c'est pas mon domaine. Mais ça vient avec l'expérience. C'est pas quelque chose d'inné, en tout cas. Ça revient en fait à l'humilité dont on parlait, avoir l'humilité de dire c'est pas mon champ d'expertise, avoir le courage parfois de demander de l'aide, courage de le dire aussi que c'est pas notre champ d'expertise. Puis tu l'as mentionné, moi je l'ai souvent vécu ça, ce parallèle-là, en avoir des fois des frustrations. Après ça, je me disais bon, Vanessa, ainsi va la vie, c'est pas si grave que ça parce que moi, j'avais cette humilité-là de dire, ben sécurité de l'information, chiffrement, c'est pas mon domaine d'expertise. Allez voir les experts. Oui, je connais, je lis sur le sujet. C'est des domaines qui sont intimement reliés. Je pense que c'est des domaines dans lesquels, pour être bon dans ce qu'on fait, on doit avoir une curiosité de comprendre la technologie, de comprendre les domaines avec lesquels on est en interaction. Ce qui fait qu'on a des connaissances dans d'autres domaines qui ne sont pas le nôtre. Mais de là à prétendre qu'on a l'expertise, je pense qu'il faut apprendre à avoir cette humilité-là. Dans la même ordre d'idée, l'humilité, oui, sauf que la clientèle, très souvent, va demander une réponse. Mm-hmm. Et là-dessus, je te dirais que moi, je me vois plus des fois comme un entrepreneur général. C'est-à-dire que je connais le produit, j'ai une idée de ce que tu as besoin, et en arrière, j'ai un réseau de 15 000 contacts, je vais te trouver la personne que tu as besoin. Mais j'essaie d'éviter de me mettre les doigts trop dans la solution. Et ça, en tant qu'architecte, pour moi, c'est hyper difficile. Parce qu'avant d'être un CEO, j'ai été un architecte. Quand tu me donnes un problème, la première affaire que je fais, je sors le papier, le crayon, je te dessine la solution sur une napkin. Tu sais? Mais ça, c'est pour moi, j'ai réalisé qu'avec le temps, un, c'est mortel, parce que deux, la personne qui elle, connaît vraiment ça, en connaît probablement 20 fois plus que moi là-dessus. Ma solution, c'est probablement juste basic, correct, et la sienne, elle va être excellente. Il faut que j'exerce de la retenue. Si je peux me permettre d'ajouter pour toute la portion loi 25, moi, j'ai surtout travaillé dans les dernières années dans des organismes gouvernementaux. Puis dans des organismes gouvernementaux, je ne serais pas prêt à dire qu'on se substitue aux personnes en protection des renseignements personnels. C'est juste que leurs équipes sont petites. Ils ne sont pas beaucoup de monde. Fait qu'on va chercher, oui, de l'accompagnement, on les implique dans les projets, mais il y a une grosse partie du travail qui se fait quand même en sécurité. On répond à certaines attentes, puis on doit faire souvent un bon bout de chemin. Juste, c'est une question d'expertise, de capacité de ces équipes-là, qui n'est pas énorme. Fait que, tu sais, c'est pas tant pour se substituer, c'est pour compléter. J'imagine aussi qu'il y a un rôle d'éducation envers des clients pour pas se laisser aussi enfermer dans je fais affaire avec un héros ou je fais affaire avec quelqu'un qui va... Et ça, il y a peut-être une partie d'éducation pour faire comprendre
faut faire prendre conscience aux chefs d'entreprise, aux interlocuteurs que ça vient avec un panel de solutions et c'est pas quelqu'un qui a la vérité ultime. Encore une fois, les gens font des TI parce que ça devient des TI, ça devient obligatoire et ils se sont poignés avec la loi 25 parce que c'est obligatoire. Et comme ils n'ont pas d'autres solutions sur le buffet, ben, ils prennent le premier qui passe, puis ils prennent tout. Et je trouve qu'il y a autant d'efforts à faire du côté de la consultation pour bien l'expliquer, puis autant à faire du côté client pour bien choisir ce qu'ils ont besoin de faire. Et le parallèle peut être fait aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, la loi 25, il y a eu un pic, entre guillemets, l'an passé. Et là, cette année, c'est l'IA. Tout le monde veut faire de l'IA. Tout le monde est un expert en IA. Moi, j'arrête pas de dire, moi, je ne ferai pas d'IA, mais par contre, je peux sécuriser vos données, ce qui devrait être fait avant que vous fassiez de l'IA. Mais le problème, c'est que présentement, si tu dis le mot IA sur la place publique, ah ben écoute, on a des projets pour toi. Je suis comme, ça fait malheureusement pas de sens. Ah non, c'est drôle parce que justement où j'allais mener la conversation, parce que loi 25 avait des experts. Le POUF, on tombe justement en AI cette année, puis un peu l'année passée aussi. Tout cet élément-là. Puis c'est passé avec ChatGPT il y a quand même plusieurs années. Puis là, on est rendu à un moment où là, c'est vraiment la folie furieuse. Puis là, DeepSeek a juste remis une bûche dans le poêle. Il l'a pas lancé sur le char de quelqu'un, mais il l'a mis dans une bûche dans le poêle qui ramène la conversation avec vrai et faux. Fait que là, ça a comme multiplié les gens qui utilisent de façon non adéquate ces technologies-là. Même l'utilisant en local, ça présente des risques. Les gens l'utilisent sur leur téléphone, ils pensent que c'est bien, et on va leur donner en Chine. Puis là, on parlait de fallait la loi 25. C'est le nombre de personnes qui ont envoyé des données sur DeepSeek qui sont essentiellement des données qui sont protégées par la loi 25. Là, je dis, ça serait juste une erreur. Et ça va plus loin que ça, dans le sens où tant qu'il n'y a pas de gouvernance de données à l'intérieur d'une entreprise, là, tu vas avoir une personne qui veut mettre un rapport d'analyse rapidement, qui va rouvrir une session de ChatGPT, qui va dropper des données confidentielles dedans et qui va dire « Analyse-moi ça, puis donne-moi ton point de vue sur la chose. » Et là, tu te ramasses que tes données personnelles ou confidentielles ou d'entreprise ou de propriété intellectuelle se ramassent dans un modèle public. Et là, ça, c'est le premier cauchemar. Le deuxième cauchemar, c'est on déploie Copilot pour tout le monde dans l'entreprise. Parfait, tout le monde, écoute, ça va être super, tout le monde va avoir une super... Oui, sauf que, bonjour, je voudrais connaître le salaire du président, enter. Voici le montant, voici ses bonnets, voici... Parce que les données n'ont pas été structurées, parce que l'information privilégiée n'a pas été retenue pour un groupe en particulier, la classification n'est pas faite. Donc, les problèmes que tu avais avec la loi 25 à ne pas savoir qu'est-ce qu'il fallait que tu protèges, ben là, tu fais juste les amplifier. Et au-delà de ça, j'ajoute que si la portion... si l'environnement n'est pas protégé, que tu mets un beau modèle AI et que tu mets tout dedans, et que toi, tu as tous les droits, mais que ton poste n'est pas protégé, ben, le cybercriminel, il va juste s'asseoir, il va attendre que tu dormes, il va interroger l'AI, il va avoir exactement tout ce qu'il veut. Mais il y a quelques années, on appelait ça le Shadow IT. Hein. On a eu la même problématique avec le Shadow IT, on mettait la carte de crédit, on partait des services avec tes données, on risque d'avoir le même comportement avec l'utilisation de ChatGPT ou n'importe quoi comme modèle AI qui va se faire jusqu'à ce qu'on trouve des solutions qui soient plus enfermées, qui soient plus adaptées aux entreprises. Mais les modèles AI, il faut bien comprendre que ça se base sur de la statistique. Donc, plus il y a de données, plus on l'enrichit, mieux c'est. Si on fait des modèles de données pour des PME, aucun intérêt parce qu'il n'y a pas assez de données pour entraîner. Je discutais avec des grosses compagnies qui génèrent des millions de logs pour essayer d'apprendre et il n'y a pas assez de logs pour apprendre correctement dans les modèles. Donc, il y a un gros paradoxe, encore une fois, on a besoin de partager de l'information pour avoir des modèles pertinents, mais on ne veut pas les partager parce qu'il y a de la privacy, Mais Microsoft l'a réglé ce problème-là avec Copilot, dans le sens que l'architecture fait que le modèle est en lecture seulement dans le cloud qui est public et tu as vraiment ce qu'on appelle un semantic engine à l'interne qui, lui, apprend ton environnement et lui demeure à l'intérieur de ton environnement. Donc ça règle le problème en partie, mais ça n'empêche pas que si tes données ne sont pas bien catégorisées, sensibilisées, ben n'importe qui a accès à n'importe quoi.
Oui, mais on fait juste prendre la conversation de Marc Gérard ce matin sur le fait qu'on commence au gouvernement à mettre en place des structures de classification d'informations. Et au gouvernement, ils font l'effort, c'est comme du heavy lifting, c'est vraiment tough faire ça. En PME, on est-tu capable de faire juste de penser qu'on peut avoir de la classification de données? Ça devient une folie de penser qu'on est capable de le faire là, mais en même temps, on a un outil hyper puissant qui a besoin de gober beaucoup de données pour avoir des résultats. Puis on n'a pas la maturité comme humain ou comme organisation ou peu importe de gérer la puissance de l'outil qu'on nous met dans nos mains. On est notre propre pire ennemi dans ce cas-ci. Oui, tout à fait, je suis d'accord. La classification automatique elle-même commence à évoluer, à s'améliorer et tout. Donc, je dirais qu'on peut mettre une base. Microsoft commence à donner des catégorisations de base basées sur des statistiques qu'ils ont déjà en main. Mais tu as raison, je prends une PME de 40 ou 50 personnes. Si on ne sont pas capables d'avoir des gens pour gérer leur cybersécurité, ils vont avoir encore moins de gens pour pouvoir faire leur catégorisation, leur classification et être en mesure de mettre ça en place et de transférer les connaissances aux utilisateurs. Si c'est pas automatique ou s'il n'y a pas de l'aide, il faut pas compter sur des gens dont c'est pas le métier de pouvoir se sensibiliser là-dessus. Je peux défier, on rentre dans n'importe quelle entreprise, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. Rien que cette discussion où il n'y a que 2 États, ça peut être longtemps pour faire le tour des documents. Parce que personne ne sera d'accord, parce qu'ils n'auront pas de cadre. Donc c'est clair que s'il n'y a pas une aide pour que ce soit transparent et que ce soit fait plus fluidement, ça ne prendra pas. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai vraiment commencé par sonder la classification, là, vraiment juste une matrice de base. Qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui est public, juste 4 niveaux, pas 75 niveaux de classification, pour que le propriétaire lui-même devienne conscient de sa classification de données et peut-être qu'à partir de là, qu'il puisse lui donner une certaine importance. Encore faut-il qu'ils sachent où sont les données. Pas toujours évident ça non plus. C'est déjà un problème. Puis un peu ce que j'aimais dans la présentation de Marc Gérard, puis c'est la forme d'humilité dans laquelle il l'a présenté. On essaie d'inculquer tranquillement aux gens le rituel de le faire. Et ça, j'aime beaucoup prendre l'analogie de l'alchimiste qui transforme le plomb en or. La réalité, c'est pas le plomb qui est transformé en or, c'est l'alchimiste qui se trouve être transformé dans le processus qu'il prend pour chercher comment faire de transformer un à l'autre. Donc, c'est la transformation de l'humain et incidemment de l'organisation qui est importante sur lequel on doit focusser. Et c'est un des messages importants que j'ai capté de la présentation de Marc Gérard, notamment justement pour nous amener ailleurs. On a quelqu'un qui a fait ça. Ah oui, oui, absolument. Prenez un micro d'une des personnes. Voilà. Oui, voyons. Et voilà. On parle beaucoup de classification de données, de l'IA, comment c'est important. Je suis très d'accord, mais est-ce qu'on peut différencier l'utilisation usagée versus expert en sécurité? Je pense que c'est très important de comprendre, d'utiliser l'IA parce que les agents malicieux de l'autre côté, ils ne s'arrêteront pas de l'utiliser. Je pense que c'est important quand même de l'utiliser, d'avoir le modèle. Je ne sais pas si vous en alliez vers là ou si vous alliez en discuter, mais je pense qu'en tant qu'expert en sécurité, utiliser l'IA est très, très important. On devrait mieux l'utiliser. Et je peux répondre, si tu permets. Si on regarde Copilot for Security, qui est Microsoft, bien sûr, je ne parlerai pas comme ma paroisse, je trouve le modèle hors de portée pour les PME. Parce que nous, on l'a testé à l'interne, on l'a déployé et on ne l'a pas utilisé et la facture était de 4 000 $. Et on parle d'une shop de 12 personnes. Donc, je me dis, une shop de 50 ou de 200, ça va rapidement équivaloir à 1 ou 2 salaires. Donc, je connais certains endroits où ils l'ont implanté parce que c'est des très grandes entreprises qui font des millions, quelquefois des milliards par année. Et pour eux, ça fait du sens. Pour la PME, qui a 40, 50, 200 employés, je ne vois pas comment l'IA pourrait être utilisée dans son modèle actuel. Dans la format actuel, effectivement, les coûts sont exorbitants. Mais pour rejoindre le point, c'est qu'on n'aura pas le choix. Puis là, il faut distinguer aussi le LLM du AI, parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup des LLM comme étant
le nec plus ultra. Quand dans la réalité, le AI en sécurité, du moins, on l'utilise à peu près 9, 10 ans que c'est en action, que dans tous les outils, on l'a déjà. Fait que là, il faut faire un peu la distinction entre les deux. Fait que oui, on n'a pas le choix d'aborder avec des modèles de AI qui, on pourrait dire, classiques. C'est étrange à dire, de la vieille façon, entraînés sur des modèles plus restreints qui ne servent pas à interagir avec des humains, qui servent à faire une fonction très spécifique en cybersécurité, à détecter dans des logs, à faire un travail qui est très dirigé dans cette direction-là. Et ensuite, on peut rajouter la couche LLM par-dessus parce que c'est le fun. C'est comme le crémage, mais il faudrait avoir le gâteau peut-être avant d'avoir le crémage. Et tu sais, comme moi, personnellement, je sais qu'il y a une tonne et quart de machine learning, d'apprentissage machine qui est en arrière-plan des logs chez Microsoft et tout, qui font toute la recherche en arrière-plan. Mais moi, même en tant que cyberdéfenseur, je n'aurai jamais accès à ces modèles-là parce que ces modèles-là sont intégrés directement dans les logs d'Azure pour arriver à avoir un certain filtrage à travers du bruit. Dominique, tu avais l'air d'être pensif. Non, je réfléchis OK, il y a des outils qui sont extrêmement complexes et le fonctionnement est extrêmement complexe. Et à un moment donné, ce qu'on a besoin, c'est d'être efficace aussi et de pouvoir prendre une action et d'avoir, quand le bouton rouge s'allume et nous donne quelque chose à faire, il faut être capable de pouvoir aussi y aller. Alors là, ça veut dire faire confiance en l'intelligence artificielle. On parlait de l'erreur tout à l'heure. Et puis, on était prêt à accepter des petites erreurs sur des gens dans un contexte dans un espace un peu sécurisé de liberté d'erreur. À un moment donné, tous ces conseils qui vont venir de l'intelligence artificielle ou de modèles, on va vouloir les appliquer ou les utiliser pour du cash. Et je me dis, quand est-ce qu'on va être prêt de faire ça, quoi? On peut prendre avec la voiture. Hein. Quand est-ce que je serai prêt à laisser ma voiture conduire toute seule pour m'en aller, pour descendre de Montréal jusqu'à Québec? Est-ce que je serais prêt à faire ça? Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il y avait de la neige, puis ça avait l'air compliqué. Mais quand est-ce qu'on sera prêt à utiliser ces solutions et puis sans les remettre en question, en ayant pleinement confiance? Peut-être que c'est un rêve et qu'on le fera jamais. Et en tout cas, s'il n'y a pas quelque chose de confiance pour l'appliquer, je suis pas sûr que ce soit ça restera juste un jouet qu'on mettra sur le côté avec des lumières qui fera beau puis on l'utilisera pas. Je dirais que c'est le gros risque que moi je vois avec l'IA, c'est vraiment que ce que je remarque, c'est ce que tu délègues à la machine, c'est ce que tu perds intellectuellement. Donc, si on commence à déléguer des choix exécutifs ou créatifs, ou si on délègue ça au complet à la machine et qu'on laisse la machine aller, ben, c'est des choses que nous, on va arrêter de faire et on va perdre cognitivement. Il y a un article de Forbes qui dit ça il y a quelques semaines avec Microsoft qui a fait une enquête qui dit qu'on ça atrophie le cerveau parce qu'on se repose sur d'autres choses. Mais si on se libère le cerveau pour d'autres questions, pourquoi pas? Si c'est pour rien faire, ça c'est un autre problème. Mais il faudrait que ça aide. Si ça aide pas, c'est de la perte d'énergie et de temps. Mais puis j'allais dire, on le voit déjà en fait avec les numéros de téléphone. Aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, on ne mémorise plus les numéros de téléphone. Alors que, bon, pour peut-être les plus vieux parmi nous, quand on était jeunes, on les numérisait, ces numéros de téléphone-là. Donc, et souvent, on se souvient encore peut-être de certains numéros qu'on a beaucoup utilisés plus jeunes. Mais on l'a vu avec l'apparition de l'iPhone. Donc, assurément que ça va continuer avec l'IA, ça, c'est sûr. Mais cette perte-là, mais en même temps, l'accélération, parce que c'est un outil qui est inévitable. On n'a pas le choix. Puis, on le voit un peu dans la compétition entre la Chine et les États-Unis, par exemple. C'est toujours, dans le fond, c'est une course à l'armement qu'on a avec le AI. On a juste plus le choix. Puis c'est un peu triste d'un côté, mais en même temps, si on se regarde, sans dire qu'on est des États, on est dans des entreprises, on est des choses comme ça, c'est nos collègues qui commencent à l'utiliser. C'est nos collègues qui commencent à faire ça. Donc, en ce moment, on est comme coincé dans un engrenage qu'on n'aura pas le droit nous-mêmes de mettre le bras dedans pour arriver. Et à quel point, puis là, genre plus le volet humain, comment on fait pour ne pas perdre notre capacité exécutive de prendre les décisions, de juste comme dormir sur la machine? Ben, personnellement, moi, je pense que c'est important de s'en servir comme assistant. Le modèle, tu sais, l'idée du modèle Copilot, je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux être augmenté par une intelligence artificielle, par un agent qui va venir prendre certaines tâches ou prendre
certaines inspirations et venir compléter ou venir ajouter de la viande. Ça, moi, je crois beaucoup en ça. Mais de là à dire, écris-moi un texte ou écris-moi un courriel puis envoie-le. Je veux dire, avant que tu saches que moi, je dirais, je pense que tu as encore de l'information à manger. Question pour toi, René Sylvain. L'assistant assiste à 20%, 50%, 80%? Je te dirais, dans mon cas, c'est probablement entre 15 et 20. Je m'en sers quand même pas mal, mais mon point, c'est que je vais lui faire faire des choses comme j'ai tel tableau, je vais lui dire carrément, je veux telle fonction, fais-moi aussi, c'est ça. Puis là, il va aller me l'écrire, il va me créer mon tableau croisé que je n'aurais pas besoin de faire moi-même, mais pour ça implique que je sache ce que je lui demande. Je te niaise un peu là-dessus, mais dans combien de temps tu vas passer ta barre à 50, à 80, à 90? Et puis, encore une fois, comme Vanessa dit, le numéro de téléphone, on en apprenait une dizaine, puis aujourd'hui, je ne sais même plus celui de la maison chez nous. Je suis obligé d'avoir mon sel avec moi. Donc, tu vois, c'est 100% de mes numéros c'est fini. Mais c'est certain qu'il y a un but commercial en arrière et le but commercial, c'est qu'on s'en serve. Fait que ça, oui. Mais ce que je trouve particulier, c'est que tu parlais de course à l'armement tantôt. Moi, je vois aussi une course à la compétitivité. Parce que la compétitivité, la productivité entre partenaires de cybersécurité, c'est comment tu vas être capable de publier plus que ton voisin, comment est-ce que tu vas être capable d'avoir plus de visibilité de ton voisin, les articles de journaux, les articles de magazines. Je veux dire, tu peux pas maintenant, les journalistes, tout ça, n'acceptent pas des documents générés, mais tout faire le brainstorm, faire la recherche en arrière, tout ça, au lieu que ça te prenne 10 heures à écrire un article, tu t'en sors en 1 heure parce que tu vas faire toute ta recherche sur le web. Je veux dire, tu demandes les sources, tout, tu valides un peu. C'est correct, j'ai mes données, j'ai mes stats. Puis là, tu peux construire un document pour aller plus rapidement qu'il y a 3 ans de ça. Mais moi, je vois ça comme un outil. Là. Moi, personnellement, l'intelligence artificielle, je me sers d'à peu près tous les outils, puis je m'en sers à tous les jours. Là. Il n'y a pas une seule journée. Je travaille en gouvernance en plus, fait que poser une question à ChatGPT, il n'y a pas d'incident de confidentialité là-dedans. Là. C'est des documents qui sont publics très souvent. Là. Fait que ça me permet de m'en servir énormément. Puis je vois ça comme un outil. Si tu sors de l'école, l'intelligence artificielle va t'amener présentement à la moyenne assez rapidement. Mais dès que tu as développé une expertise, c'est purement un outil comme une calculatrice l'était. Là. Si tu n'échanges pas, si tu ne poses pas les questions, si tu ne l'amènes pas où tu veux, ça va être la médiocrité, ce que tu vas avoir présentement. Si tu ne poses pas la bonne question, tu n'auras pas une réponse qui a du sens. Elle n'a pas de direction tant que tu lui en fournis pas. Moi, je vois vraiment ça comme un outil qui enrichit notre travail. Si j'écris une politique de sécurité aujourd'hui, pensez-vous que je vais l'écrire ligne à ligne? Non, je vais interagir avec une intelligence artificielle. Je vais obtenir rapidement une première ébauche. Ça va être une première ébauche qui va évoluer dans le temps, puis que je vais quand même devoir faire le tour dans mon entreprise, puis aller rencontrer toutes les parties prenantes. Mais je vais avoir eu l'ébauche en 2 heures au lieu de 2 jours. Oui, mais le défi, et je comprends ce que tu dis, puis c'est vrai que c'est un outil, puis je veux dire, on me demande si l'IA est dangereux. L'IA, c'est un outil, fait que ça dépend comment tu l'utilises. Par contre, j'ai vu des webinaires en ligne où ce qu'on disait, tu prends ton état financier, tu le mets dans le ChatGPT, puis après ça, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Je suis comme... tu veux pas faire ça, tu veux pas prendre un document confidentiel puis dropper ça dans la version publique de ChatGPT. Je veux dire, c'est du suicide corporatif. Moi, la crainte que j'ai, c'est plus au niveau des générations futures. Donc, je pense qu'on le voit notamment comme un outil parce qu'on n'est pas né avec ça. On a développé notre sens critique, notre raisonnement à travers notre carrière. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai pris ça hier soir à la radio. Je pense que c'était un article qui est paru dans la presse qui posait des questions sur les nouvelles. Puis un professeur de droit qui a posé la question à ses étudiants en disant... où est-ce que vous allez vous renseigner sur les nouvelles? Puis les étudiants ne savaient pas de quoi répondre. On était comme, je ne sais pas où je vais chercher parce qu'on sait maintenant sur Facebook qu'on n'a plus accès aux nouvelles. Pour nous, c'est aberrant, mais c'est avec l'intelligence artificielle, je pense que ça va être important dans notre société, dans notre système d'éducation, de penser à comment on va intégrer ces outils-là. Oui, je pense, pour éduquer la génération à venir là-dessus, mais pour continuer à développer leur sens critique puis leur raisonnement.
Si on entraîne l'intelligence artificielle avec des biais cognitifs ou avec un type de texte particulier, on n'aura pas d'autres réponses que ce qui vient des textes qui ont servi d'apprentissage. Donc c'est sûr, si on se prend le mauvais livre pour l'entraîner, ça va faire mal. Il y a peut-être un vrai problème d'éducation plus sens social, justement, de l'art critique. Mais c'est compliqué parce qu'on parlait, on n'a pas trop droit à l'erreur, faut qu'on aille vite, faut être compétitif. En étant compétitif, est-ce que la formation, on attend, on réfléchit sur les choses, est-ce que c'est compatible avec rapidité et compétitivité? Donc on a un vrai enjeu, à mon sens, de société pour forcer l'éducation ou l'apprentissage tout en voilà, comment on fait la bonne balance entre compétitivité puis courir sans erreur et puis prendre le temps de la réflexion et d'analyser du sens critique. Je trouve que c'est compliqué de mettre les deux en même temps. Je dirais que c'est déjà commencé. Est-ce que un peu ce que vous prédisez comme problème d'avenir? Je reçois des courriels que je peux dire qui ont été écrits par l'AI. Ça en est quasiment ridicule. Fait que là, cette paresse-là qu'on mentionne est déjà en train de s'installer. On parle des générations futures. Même les générations actuelles sont en train de tomber dans le piège, ont même commencé à arrêter d'utiliser leur cerveau pour analyser, commencer à écrire des courriels, mais tu sais, qui font juste du remplissage. Puis moi, je trouve ça complètement débile. Puis et à la limite, ça m'insulte de recevoir un courriel qui est écrit par du AI parce que je sais que c'est écrit par du AI. S'il vous plaît, change les 3 mots que ça fait que ça paraît comme du AI. Au moins, rend ça humain au passage. Même si 80% est écrit par du AI, au moins, il va y avoir un 20% d'humain. Mais en général, même pas. La petite joke rapide, là, c'est qu'à un moment donné, des départements de recrutement qui faisaient des annonces par de l'AI pur, et ils étaient fâchés d'avoir des réponses en AI pur de candidats. Mais ils ont allumé le feu de leur bord. Ça allait être évident. Mais... Oui, puis la blague qui roule, c'est que dans les organisations, ce qui va arriver, puis c'est déjà en train de se faire, on a une forme d'exigence d'un volume de texte à produire. Donc, le AI va produire le volume de texte qu'on a besoin de générer parce que c'est ce qui est demandé. Et l'autre côté, la personne qui valide le texte va l'envoyer dans un AI pour envoyer un sommaire parce que c'est trop long. Fait qu'on est en train de générer de l'usage de la machine juste par des inepties de nos structures d'organisation, d'une société. Ça devient littéralement absurde de faire rouler une machine pour elle-même. Puis là, tu te mords les lèvres, vas-y. Non, mais c'est sûr que si la machine parle à une machine pour se répondre, dans pas long, elles vont s'optimiser, puis elles vont réduire mécaniquement le nombre d'échanges à la façon la plus optimale. Donc, elles vont redéconstruire tout ce qu'est. C'est les éternels problèmes de balancement. On va tous d'un bord, puis on retourne dans l'autre. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les MLM qui sont là en ce moment, ils sont pas optimales. On est en mode machine learning pur. Fait que côté consommation électrique, c'est à peu près ce qu'il y a de plus énergivore. Et on dirait qu'il n'y a personne qui prend le temps de regarder et de dire comment est-ce qu'on peut hybrider ça, comment est-ce qu'on peut réduire la grosseur des modèles pour arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus sain d'un point de vue énergétique. Parce qu'on en est rendu à un point où est-ce que ça va être l'auto qui va nous tuer d'un point de vue réchauffement climatique ou les data centers? C'est complètement aberrant, là. Il y a un grand coup de barre à donner là-dessus. Puis si on veut vraiment que la prochaine génération se serve de ça tous les jours, il faut que ce soit optimisé. Sinon, écoute, on va faire fondre la calotte polaire juste avec les data centers. Oui, avec les centres nucléaires qui vont servir pour alimenter ça, c'est complètement fou. On va passer sur un dernier sujet, parce que c'est vraiment chaud dans les nouvelles, puis c'est tout frais. Il y a l'UK qui veut forcer un backdoor chez Apple. Il y a la Suède qui est en train de passer une loi similaire sur laquelle Signal a dit qu'elle allait sortir de la Suède parce qu'elle allait passer ça. Puis là, les États-Unis, il y a deux mouvements. Autant au niveau il y a deux sénateurs, un républicain démocrate qui ont dit non, on ne veut pas. On va enchasser le chiffrement bout en bout parce que c'est mal. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que là, c'est pas juste les Américains qui peuvent fouiller partout, qui peuvent avoir une capacité extraterritoriale à aller fouiller dans les commissions de tout le monde. Fait que là, ils ont trouvé ça moins drôle. D'un point de vue législatif, ils sont arrivés là. De l'autre côté, tu as le nouveau top du FBI. Non, on va mettre des backdoors partout. Et ça, dans un contexte où les Chinois ont pris contrôle des backdoors déjà existantes dans le système téléphonique. Allez-y. Feu.
tu peux pas abuser de l'information personnelle des gens pendant des décennies, puis après ça, venir t'offusquer parce que le reste de la planète veut faire pareil. Je m'excuse, là, mais à un moment donné, il faut être responsable de ses actes. Là. Je veux dire, si les États-Unis veulent vraiment dire parfait, on va fermer nos portes, on veut que ce soit vraiment de la vie privée et on va le faire, on demande au reste de la planète de suivre l'initiative, on s'excuse, on a fait une erreur, puis ça n'arrivera jamais. Là, fait que si tu veux continuer à exploiter la vie privée des gens et avoir accès à l'information de tout le monde pour ta sécurité nationale, ben, l'Angleterre va vouloir faire pareil, la France va vouloir faire pareil, la Chine va vouloir faire pareil. Bon, okay, peut-être pas la Chine, parce qu'en Chine, le concept de vie privée n'existe pas. Mais l'idée, c'est que tu peux pas allumer un feu et après ça te plaindre parce que ça brûle. C'est un problème sur la communication privée. Et je suis pas. On va demander à l'avocate, à la personne qui s'y connaît plus en droit, mais dans tous les cas, il y a toujours eu des moyens de communiquer de façon privilégiée et secrète entre les gens. Alors oui, on peut se voir dans un bar et puis on met un rideau autour et puis il y aura personne qui va écouter notre conversation et puis ça va faire de l'échange privé. Donc, mais le fait d'avoir un État qui dit je peux rentrer puis écouter toutes les lignes et toutes les communications, c'est clair que c'est... Qu'est-ce qu'on dit? C'est 1984. Littéralement. Puis, tu sais, 1984 est une représentation de la société britannique aussi. Là. Pourtant, c'est les Américains qui ont mené ce principe-là sous un couvert d'usage gratuit, là, quand même. Là. Puis les lois ont essayé de s'opposer à ça, mais c'est un tsunami. Là. Je pensais pas vous scier en deux comme ça. Là. Non. Je suis désolé. Je vais changer de téléphone, moi. Mais ça se fait que mon char explose en sortant d'ici, par exemple. Je vais peut-être retrouver un 3310 quelque part. Un bon vieux qui tient une semaine de batterie standard. Je pense que ça va être bien. Oui, on sait très bien, que quand on accorde davantage de pouvoir, personne n'en abuse. Fait que c'est sûr que d'offrir la libre utilisation de nos données à tout pays qui le souhaite, ça ne changera rien, n'est-ce pas? Mais c'est pas un peu. C'est que les Américains ont fait vivre sur le rêve que notre vie est plus facile. Si on parle du AI, c'est un exemple, là, mais que on est prêt à vendre notre vie privée pour de la facilité. Puis, on regarde Hermès, qui est un assez vieux système de fidélité, qui était littéralement ça. On vendait notre panier d'achat à une compagnie qui leur vendait pour tirer des profits. Donc, les gens, fondamentalement, sont prêts à vendre leurs informations volontairement, mais en connaissance de cause pour un peu de facilité. Puis là, on a comme un souci. Puis là, on a les gouvernements qui se mêlent de tout ça. On a une espèce de maelstrom de choses dans lequel, à mon sens, qui est complexe pour les gens. Il y a quand même quelque chose là. Si une backdoor existe pour aller voir ça, ça prendra pas long à ce que quelqu'un trouve la façon de rentrer et l'exploite. Donc, c'est sûr que se créer une porte là où il n'y en avait pas, on vient de créer un nouveau problème qui peut potentiellement arriver. Donc, rien que ça, intellectuellement, en tant que sécurité, on s'amuse pas à créer de la job pour créer de la job. Donc, on en a déjà trop de la job, fait que moi, j'en cherche pas. Là. Et le point important, c'est que qu'est-ce qui empêcherait un Trump de ce monde de dire on a accès aux données de télémétrie de santé de tout le monde, fait qu'on va les feeder directement à nos compagnies d'assurance. Parce que je m'excuse, là, présentement, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans le gouvernement et il dit je veux avoir accès à les données de tous les employés du gouvernement. Mais là, je veux dire, si tu rouvres ça et tu dis c'est comme ça pour toute la population, on sait exactement et on peut cibler exactement n'importe quelle condition médicale, n'importe quelle personne qui prend tel type de médicament. T'es rendu que tu peux faire du ciblage à volonté. C'est ça, c'est là la dualité où les gens aimeraient pouvoir se faire guider par un despote éclairé, disons. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver le despote éclairé dans la même phrase. Ça n'existe juste pas. C'est là toute la source de notre problème, c'est qu'on aimerait être pris en charge par un pouvoir supérieur. Les religions sont un exemple. On a un pouvoir supérieur qui se prend le Léviathan, est un exemple de cette notion-là. En même temps,
tout l'exemple de ce qu'on a comme société, puis là, tu parlais de Trump, c'est un très bel exemple. Puis c'était peurant parce que je suis content de ne pas être américain là, à l'heure actuelle parce que eux se font littéralement déposséder de leurs informations personnelles les plus précieuses, les plus dommageables par une administration qui n'a aucune considération pour ces valeurs-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, comme consommateur, on utilise beaucoup de services américains qui sont basés aux États-Unis. Là, le fait que ce soit une compagnie américaine avec des données au Canada, c'est déjà moins pire. Mais là, on est dans un contexte, qu'est-ce que la prochaine étape? Est-ce qu'il va demander à tous ces grands possédeurs de données de clients internationaux qui sont hébergés aux États-Unis d'ouvrir les livres? Puis je pense qu'on n'est pas très loin, en tout cas dans l'attitude qu'ils ont, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Je vais parler pour ma paroisse encore une fois. Je te dirais que après avoir lu Tools and Weapons du Chief Legal Officer de Microsoft, j'ai resté assez surpris de voir la quantité de fois qu'il allait défendre des dossiers en cours parce que le gouvernement demandait à avoir accès à des données d'entreprise dans Azure et dans... Fait que je te dirais, est-ce qu'ils vont essayer? Oui, je le crois. Est-ce que ces compagnies-là, je pense à Microsoft, Google et tout ça, ont intérêt à se battre? Je veux dire, tant qu'à moi, s'ils ne se battent pas, ils n'ont plus de business. Ben, eux, leur business est basé sur l'internationalisation de leurs services. Donc, eux autres ont un intérêt à défendre. Puis ils l'ont fait avec, en 2013, je pense le gouvernement américain voulait chercher à Dublin des données, tout ça. Puis ils sont battus en cours. Puis finalement, ça a été un cas qui s'est fait détruire par lui-même parce qu'ils ont passé d'autres lois puis ça s'est réglé. Mais oui, effectivement, ces grands-là. Mais là, tu parles des grands. La plupart de nos données ne sont pas chez des grands. Ils sont chez Facebook, TikTok, on va en Chine, Snapchat, Instagram. Facebook, Instagram, Snapchat, c'est la même shop. Et c'est plus une petite shop. Non, c'est plus une petite shop, mais eux n'ont pas d'intérêt à protéger comme Microsoft, AWS et Google ont un intérêt à protéger parce que le modèle d'affaires n'est pas le même. Parce que c'est ça, Facebook, il le fait déjà. T'sais, Microsoft dit, si on apprend demain matin que Microsoft a accepté de se faire installer une sonde par le gouvernement américain dans ses data centers, tous les clients internationaux vont débarquer du jour au lendemain. Pour le modèle d'affaires de Microsoft, c'est mal. Fait qu'ils ont un incitatif à nous protéger, heureusement ou malheureusement, pour ce genre de choses. Fait que ça, c'est une chose, mais c'est le reste, c'est les autres, moi, qui m'inquiètent. Ouais. Oui. On ne peut pas sortir des grosses compagnies. Il n'y a pas de plan B là. C'est compliqué de sortir des entreprises qui sont purement américaines pour se dire, OK, si quelqu'un vire fou puis fait sauter toutes les protections à travers la planète, on n'a pas de plan B là. Puis ce qui fait mal, excusez du terme, hein, c'est qu'il n'y a pas de plan B puis qu'on est vraiment tout nu par rapport à ça. Donc s'il y a une décision qui part à n'importe qui avec un mandat peut ouvrir le téléphone de n'importe qui ou écouter les conversations officiellement avec un mandat ou par un moyen quelconque, on est mal pris. Dominique, ça veut dire qu'il faut t'écrire ST Exploitation en fin de semaine. Oui. Il y en a qui ont essayé, mais c'est compliqué. Oui, puis on va conclure là-dessus. Ça fait déjà comme un bout. Là, on est vers 6 heures. Je sais qu'il y en a qui doivent un peu plus sur le bord, 6 h moins 10. Ouais. On est sur le temps. Merci énormément. Je vais vous laisser un mot de la fin, chacun un mot ou plusieurs mots. Une phrase de la fin sur chacun. Je vais commencer par ma gauche. Une phrase à la fin qui résume tout ce qu'on a dit. Ça serait un petit peu difficile. On a couvert beaucoup trop de sujets, mais je pense qu'on a encore de très bons défis pour l'avenir, notamment avec la situation politique qu'on vient d'aborder, puis l'intelligence artificielle qui risque d'être encore plus intéressant dans les quelques prochaines années d'un point de vue de la sécurité que ça l'a été dans les 2 dernières. Fait que on ne devrait pas s'ennuyer. Moi, je vais essayer d'y aller avec un message d'espoir. Je vais essayer d'être positif. Son mandat ne dure que 4 ans. Toutes les phases sombres de l'histoire ont vu le soleil arriver après. Oui, il faut peut-être se boucher les oreilles les 4 prochaines années, essayer de ne pas écouter trop les nouvelles. Par contre, ce que je vois, c'est que d'un point de vue cybersécurité, les gens sont de plus en plus conscientisés. Les gens sont de plus en plus intéressés. Donc, je crois que pour mieux les protéger,
ça va nous simplifier la vie de tout ce qui se passe parce que tout ce que ça amène comme anxiété doit être compensé par de la sécurité, que ce soit psychologique, de la sécurité professionnelle ou de la cybersécurité. Donc, je crois qu'on peut amener un peu de paix dans ce chaos. Ben là, j'ai l'impression que je viens de me faire voler mon mot de la fin. Mais ce que j'allais dire, c'est que je suis aussi optimiste de nature. Donc là, on a fait le portrait un peu peut-être plus sombre de certains sujets, mais on a parlé des erreurs, on a parlé d'apprendre. Je pense que l'humain, il est résilient. On va effectivement voir la lumière, le soleil à travers tout ça. La population est de plus en plus consciente, comme tu viens de le mentionner. Puis il y a toujours cet effet-là, on en a parlé, hein, de balancier. Fait que je pense qu'on a besoin d'aller dans les extrêmes pour ensuite trouver le balancier. On l'a fait à plusieurs reprises dans différents domaines avec différents types de technologies. Et je pense qu'on va continuer vers ça. Et donc, il y a plein de positifs à travers tout ça. Là, c'est pas facile parce que je suis quatrième à parler. Je répéterai pas les mêmes choses, mais je vais donner je vais faire ça simple, Dominique. Je vais juste parler du dernier sujet qu'on a parlé et résumer ça en disant les backdoors, c'est mal. Ah, parfait, merci. J'ai décidé de quoi parler. C'est moi qui ai le mot de la fin. Alors, peut-être que certains ont déjà entendu mon côté Grinch et le côté pessimiste, mais effectivement, de la discussion et la lumière, c'est une belle phrase de quelqu'un qui a dit « je vous laisserai faire des recherches ». Donc, c'est clair que ces échanges nous poussent à inventer, à trouver des solutions pour inventer ensemble. Et c'est là où il faut aller pour se sécuriser mieux, pour avancer ensemble. On sait que c'est un grand mot de la fin. Hein. On sait que l'amélioration des entreprises, de compétitivité dont on évoquait, passe par l'informatisation. Cet outil vient la sécurité de l'information. Donc, c'est important. Donc, avançons ensemble sur des belles solutions. Puis, c'est quand on a des petits cailloux dans les chaussures qu'on s'arrête, on regarde, on les enlève et puis on peut courir plus loin. Et puis, le faire ensemble, je trouve que c'est le fun. Merci. Moi, mon mot de la fin, c'est le chaos est source d'opportunité. Et ça résume un peu ce que vous avez dit. Moi, j'ai été en une phrase. Ah, t'es trop fort, Nicolas. Je vous remercie énormément. J'aime beaucoup avoir des panels diversifiés comme ça parce qu'on a permis d'avoir un point de vue qui se mélange et à travers ce mélange-là, je pense qu'on gagne tous et on va s'améliorer. Et justement, dans le chaos, il y a source d'opportunité. Merci. Merci à toi. Merci.